Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. J'espère aussi que cette première semaine de déconfinement s'est bien passée pour vous. Alors dans cette vidéo, on va se poser des bonnes questions et des vraies questions vis-à-vis du halving. Donc ça a été un petit peu l'événement, c'est bon, le halving a eu lieu, la récompense de minage sur le Bitcoin a été divisée par 2, l'inflation a énormément réduit, la création monétaire a également été divisée par 2. Donc est-ce que cet événement va rendre tout le monde multimillionnaire? Est-ce que cet événement va vraiment avoir un impact sur la valeur du Bitcoin? On va essayer de se poser vraiment les bonnes questions dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, ceux qui n'ont pas vu la conférence que j'ai organisée la semaine dernière sur les stratégies pour survivre à la crise financière du Covid-19, surtout allez la voir parce que le replay ne sera accessible que jusqu'à ce soir. Après, il sera retiré. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait énormément d'informations qui ont été données en fait dans cette conférence là et j'ai envie en fait tout simplement de la rendre unique et uniquement pour les personnes qui ont pris la peine de vouloir s'inscrire et de vouloir venir en direct lors de cette conférence là. Il y a beaucoup d'informations, j'ai pas forcément envie de tout laisser en ligne comme ça gratuitement à vie, donc c'est maintenant, c'est gratuit, c'est accessible, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Donc ceux qui veulent en profiter, eh bien ça sera aujourd'hui. Après je vais retirer la conférence. Dans cette conférence j'ai également présenté mon nouveau programme d'investissement en gestion passif. Donc c'est une stratégie qui vous permet en fait de vous construire un portefeuille de long terme avec des actifs. Donc il y aura du Bitcoin, mais pas que, hein, il y aura aussi des actions, des obligations, de l'or. Donc vraiment tout un cocktail pour vous construire un portefeuille résilient, vraiment extrêmement robuste sur le long terme. Donc si tout ça vous intéresse, allez voir la conférence, je vous présente absolument tout et vous allez apprendre énormément de choses. Allez, nous on commence cette vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que ça on le savait, il y a eu le halving. La récompense de minage a été divisée par 2, donc l'inflation sur le Bitcoin a été aussi divisée par 2. On est passé maintenant à 1,83% d'inflation par an, donc ça veut dire qu'on est au même niveau que l'or. Donc on est vraiment sur une inflation qui est extrêmement faible, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins de Bitcoin qui vont être créés chaque année, donc il y aura beaucoup moins de mineurs au final qui vont être capables de vendre ces bitcoins là parce qu'ils en auront tout simplement beaucoup moins. Donc on estime que la pression vendeuse va également être diminuée et à cause de ça, ou plutôt grâce à ça, eh ben, beaucoup spéculent sur le fait que le bitcoin va prendre beaucoup de valeur. Donc c'est possible et on va essayer en fait de se poser les bonnes questions parce que c'est possible, mais au final il pourrait aussi absolument ne rien se passer. Donc je pense que c'est important de vraiment se poser les bonnes questions. Bon, déjà, qu'est-ce qui fait que le Bitcoin prend de la valeur? Est-ce que c'est l'inflation? Est-ce que c'est le fait qu'on coupe par 2 la récompense de minage? Eh bien en fait, non, pas du tout. Si la valeur du Bitcoin augmente, c'est pas à cause du halving, c'est pas à cause de la réduction de minage, c'est pas à cause de l'inflation qui baisse, c'est parce que la pression vendeuse reste la même ou alors augmente. C'est uniquement, pardon, pas la pression vendeuse, la pression acheteuse. Donc ça veut dire il faut des acheteurs. Si on n'a pas d'acheteurs, on a beau baisser la récompense de minage autant que vous le voulez, on a beau baisser l'inflation, la valeur ne va pas augmenter. Pour que la valeur augmente, on a besoin d'acheteurs. Donc il faudrait à minima que la pression acheteuse reste au même niveau. Vu que la pression vendeuse va baisser, eh ben ça va faire apprécier la valeur du Bitcoin. Là, je suis carrément d'accord. Si en plus, on a une pression acheteuse qui augmente, qui est en croissance, alors que la pression vendeuse, elle, ne fera que baisser à cause justement du halving et des prochains halvings, dans ce cas-là, effectivement, oui, on aura un mécanisme qui fera que le Bitcoin va prendre de la valeur. Mais il faut comprendre une chose, c'est que sans acheteur, le Bitcoin ne prendra pas de valeur. Donc c'est vraiment le facteur déterminant pour que le Bitcoin soit capable de prendre de nouveau de la valeur. Qu'est-ce qui pourrait impacter la valeur du Bitcoin? Eh bien, c'est la robustesse du réseau, la sécurité du réseau. Et cette sécurité, elle est impactée par le halving. Pourquoi? Parce que vu que la récompense de minage diminue, quel est en fait le risque aujourd'hui? C'est que le hash rate diminue. Et si le hash rate diminue, eh bien malheureusement, le réseau devient plus vulnérable. Alors justement, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Actuellement, le réseau du Bitcoin, c'est le réseau le plus robuste, le plus coûteux et donc le plus difficile à attaquer. Donc quand je parle d'attaque, je parle d'une attaque de type 51%. Alors, aujourd'hui, combien ça coûte
d'attaquer le réseau pendant 1 heure. Donc le réseau Bitcoin, ça coûte 350 000 $ par heure pour essayer théoriquement de faire une attaque de type 51%. C'est purement théorique, d'accord? Ça veut dire que si on achète via les services de cloud mining de la puissance de calcul, et bien en fait pour acheter suffisamment de puissance de calcul pour être majoritaire sur le réseau, il faudrait dépenser au cours actuel 350 000 $. Ça va de soi que il y a pas mal de critères qui rentrent en compte. Il faudrait que cette puissance-là soit disponible à l'achat, ce qui n'est pas du tout le cas. Et il faudrait également que le prix n'augmente pas. Parce que si une personne commence à tout rafler, le prix, à mon avis, augmenterait. Donc je pense que c'est plus que ça dans la réalité. Donc 350 000 $ par heure, c'est purement théorique pour le Bitcoin. Si on le compare à d'autres blockchains de type Proof of Work, donc preuve de travail, l'Ethereum, eh bien, c'est 131 000 $ de l'heure. Et si on le compare aux autres blockchains qui se prennent pour des Bitcoin-like, donc là-dedans, on va retrouver le Bitcoin Cash et on va retrouver... Beaucoup de bruit cette voiture. Hein. Donc on va retrouver le Bitcoin Cash et le Bitcoin SV qui pour moi ne sont absolument pas en fait des remplaçants du Bitcoin. Ce sont juste, et je suis désolé pour certains, des gros shitcoins. Donc le Bitcoin Cash pour l'attaquer c'est 10 000 $ et le Bitcoin SV c'est encore moins que ça. C'est 6 000, 7 000 $ de l'heure pour attaquer le réseau. Donc vous voyez qu'au final il y a une différence qui est énorme entre le Bitcoin. Il faut plus de 350 000 $ pour faire une attaque pendant 1 heure, le Bitcoin Cash et le Bitcoin SV, il faut moins de 10 000 $. Donc là, vous imaginez bien qu'il y a déjà une différence énorme. Ces réseaux-là, en fait, sont beaucoup plus vulnérables. Donc une attaque de ce type-là pourrait impacter la valeur parce qu'on pourrait perdre confiance envers le réseau. Voilà. Donc pour moi, le plus gros risque, on va dire à court terme, ce serait ça. Pour l'instant, on le verra, mais le hash rate n'a pas du tout bougé pour l'instant, il a un tout petit peu baissé. Donc le hash rate du Bitcoin, il a à peine baissé, mais honnêtement, il n'a pas beaucoup baissé. Par contre, le hash rate du Bitcoin Cash, lui, il a beaucoup plus augmenté. Justement, parlons-en. Il faut savoir que le Bitcoin Cash, il a eu son halving également, hein, vu que c'est un copier-coller de la blockchain du Bitcoin. Ils ont eu le halving, par contre, un tout petit peu avant le halving du Bitcoin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un grand nombre de mineurs qui minaient sur la blockchain du Bitcoin Cash ont basculé sur la blockchain Bitcoin. Et donc, on a eu une énorme chute du hash rate. Là, on le voit sur le graphique. On a le hash rate qui était divisé par 2 sur la blockchain du Bitcoin Cash. Donc énormément de mineurs ont très rapidement migré vers la blockchain de Bitcoin pour continuer à miner et pour continuer à tirer de la rentabilité parce qu'ils n'étaient plus rentables en minant du Bitcoin Cash. Donc ça a clairement impacté énormément la blockchain de Bitcoin Cash. Ça a forcément fait baisser en fait son coût pour l'attaquer. Donc elle est beaucoup plus vulnérable. Donc ça c'est pour le Bitcoin Cash. Si on met le graphique du hash rate du Bitcoin, bon, on voit justement qu'il y a une hausse, c'est normal, c'est tous les mineurs du Bitcoin Cash qui sont venus miner sur la blockchain de Bitcoin. Pour l'instant, ça fait quelques jours à peine, donc c'est peut-être un petit peu trop tôt, mais en tout cas, le hash rate du Bitcoin n'a pas forcément beaucoup baissé pour l'instant. Donc, il faut surveiller. Il faut surveiller concrètement le hash rate. Pour l'instant, il a quasiment pas bougé. On verra si il commence à baisser fortement. Là, ça pourrait être un signe de capitulation au niveau des mineurs. Et justement, parlons-en un petit peu des mineurs. Donc, à mon sens, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, on pourrait avoir une guerre. Une guerre en fait des mineurs, comme on va avoir une guerre dans la plupart des industries aujourd'hui. Notamment par exemple si on prend l'aéronautique, donc les compagnies aériennes, elles vont rentrer en guerre. Pourquoi? Parce que le secteur il est mis à mal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est fragilisé et donc les plus gros, les plus résistants, ils vont rentrer en fait dans une guerre des prix pour essayer en fait de faire couler un maximum de compagnies aériennes pour que tout simplement les plus gros, ceux qui vont pouvoir tenir le plus longtemps, puissent reprendre leur part de marché et donc en sortir beaucoup plus fort. C'est le principe, on va dire, du capitalisme. À mon avis, ça risque pas de changer. C'est ce qui va se passer dans beaucoup d'industries. Les petits vont couler, les gros vont récupérer les parts de marché de tous ceux qui auront coulé et tous ceux qui survivent vont ressortir en fait beaucoup plus forts. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer dans l'industrie du minage. Ceux qui vont avoir investi le plus dans les nouvelles machines, notamment les S17 Plus de chez Bitmain, qui permettent d'avoir une meilleure rentabilité, parce que vis-à-vis du coût énergétique, ils vont pouvoir avoir un hash rate et donc miner beaucoup plus de Bitcoin.
Donc c'est forcément plus intéressant. Donc ceux qui auront récupéré à avoir les S17+ ou les S17, qui ont pu investir et qui sont dans des zones géographiques où l'énergie va beaucoup baisser à cause de la crise économique, eh bien eux vont pouvoir survivre et tous les autres, malheureusement, ils vont capituler et ils se feront, à mon avis, bouffer par les plus gros. Donc on aura une guerre. Je pense que durant cette guerre-là, en fait, il n'y aura pas forcément beaucoup de ventes et beaucoup en fait de pression vendeuse par rapport au prix. Donc à court terme, je vois pas en fait pourquoi il y aurait vraiment une forte baisse. Maintenant là je parle juste vis-à-vis en fait des mineurs. Attention, hein, ce qui se passe dans l'économie ça pourrait aussi impacter le prix du Bitcoin. Donc là juste je parle par rapport aux mineurs. À mon avis il y aura une guerre qui peut durer plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il y aura des gagnants et quand il y aura une capitulation, là pour le coup on pourrait avoir une baisse liée à toute la capitulation des mineurs qui vont vendre leurs réserves de Bitcoin et également qui vont revendre tout leur matériel de minage, voire même qui vont être rachetés par les plus gros. Donc on peut imaginer plein de choses par rapport à ça. Donc, est-ce que le hash rate va fortement baisser? Je pense qu'il va baisser de manière, on va dire, continue, pas forcément de manière forte. Je pense pas qu'il y aura vraiment de baisse violente au niveau du hash rate. Je pense qu'il y aura une guerre au début, donc il n'y aura pas forcément une grosse baisse. Après, ça pourrait commencer à baisser. Est-ce que ça impactera le prix? Honnêtement, j'en sais rien. Il faut surveiller. Je vais surveiller attentivement l'évolution du hash rate et l'évolution, bien évidemment, du prix du Bitcoin. Mais maintenant, je pense qu'il faut juste surveiller. Je ne vais pas en fait en tirer tout de suite des conclusions parce que c'est beaucoup trop tôt par rapport à ça. Ensuite, est-ce que la crise économique va impacter les mineurs? Eh bien en fait, oui, elle va l'impacter positivement et négativement. Positivement, pourquoi? Parce que cette crise économique en fait nous permet d'avoir une baisse du coût de l'énergie. Donc on le sait, le pétrole coûte moins cher, le gaz coûte moins cher, en fait même, on va dire les énergies en règle générale coûtent moins cher, vu qu'il y a beaucoup moins de demandes, vu qu'il y a beaucoup moins d'échanges, eh bien l'énergie coûte moins cher. Donc les mineurs vont pouvoir miner avec un coût énergétique qui va baisser. Donc ça c'est plutôt positif. On sait aussi qu'en Chine, ça va être la saison des pluies. Il y a énormément en fait de production énergétique grâce à l'hydraulique. Donc ça pourrait éventuellement provoquer une production supplémentaire en fait d'énergie, ce qui ferait encore plus baisser le coût en Chine. Donc ça pourrait en fait vraiment profiter aux mineurs chinois. Et en plus, il y a les monnaies locales qui sont énormément impactées en fait par la crise économique. On le sait, hein, j'ai pu vous le dire à plusieurs reprises. Les monnaies faibles aujourd'hui sont vendues contre des monnaies beaucoup plus fortes. Par exemple, si on prend le cas de la Russie, du Canada, ils ont vu en fait leur monnaie locale baisser. Et l'avantage, c'est qu'un mineur, lui, va récupérer du Bitcoin. Ce Bitcoin-là, il n'est pas forcément impacté en fait par les dévaluations des monnaies. Donc les mineurs, par exemple russes, les mineurs canadiens ou les mineurs chinois, qui vont récupérer du Bitcoin, ils sont avantagés grâce au différentiel de taux de change. Et ça aussi, ça peut vraiment améliorer la rentabilité des mineurs. Et ensuite, la baisse des intérêts pour emprunter. Si on regarde aujourd'hui les intérêts, notamment par rapport à la DeFi, eh ben on voit que emprunter de l'argent avec des crypto-monnaies, ça a énormément baissé. Donc ça peut être intéressant pour les mineurs d'emprunter, de réinvestir maintenant, parce que le taux d'intérêt a énormément baissé. Donc ça, c'est grâce justement à la crise économique. Maintenant, il y a eu le halving. Le halving, il a quand même divisé par 2 le revenu des mineurs. Donc ça, c'est bien sûr un élément à prendre en compte. Donc oui, il y a du positif, mais il y a aussi le halving qu'il faut prendre en compte et qui va vraiment impacter la rentabilité des mineurs. Donc il y a pas mal de choses honnêtement qu'il va falloir surveiller dans les semaines et mois à venir. Pour l'instant, honnêtement, c'est beaucoup trop tôt en fait pour spéculer sur ce qui pourrait se passer par rapport au halving. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a du bon pour les mineurs, il y a du moins bon. À mon sens, je ne vois pas forcément une chute brutale, ni une chute brutale au niveau ni du hash rate, ni du prix. Donc j'ai envie de dire à surveiller. Je voulais juste terminer en fait cette vidéo. Alors c'est pas forcément en rapport avec le halving, mais c'est plus en rapport avec une capitulation des crypto-monnaies dans l'ensemble, sauf certaines qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Donc déjà, on a pu le remarquer en fait, mais les Bitcoin-like, hein, qui pour moi sont des shitcoins comme le Bitcoin Cash, le Bitcoin SV, le Bitcoin Gold, etc., qui à mon sens n'ont rien à faire dans le top 20 aujourd'hui des crypto-monnaies, et ben on le voit, elles sont en voie de disparition. Ne serait-ce que parce qu'elles sont extrêmement vulnérables, parce qu'elles sont quasiment plus échangées et que leur volume a énormément baissé. Là, je vous mets une statistique en fait de chez Messari qui est assez intéressante, qui nous montre le volume réel très important et pas le faux volume
comme il y a aujourd'hui énormément dans le marché. Du top 10, depuis 2017, on voit clairement qu'il y a une énorme évolution. Donc en noir, on a le Bitcoin, en bleu ciel, on va avoir l'Ethereum et en vert, on va avoir l'USDT. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit clairement que aujourd'hui, 90% du volume, il est représenté par uniquement 3 crypto-monnaies, le Bitcoin, l'Ether et l'USDT. Et on voit clairement que par exemple, regardez, si on prend le Bitcoin Cash et le Bitcoin SV, leur volume, il est quasiment réduit à néant. Et là, je parle bien du volume réel et pas du faux volume, c'est important. Parce que si vous regardez en fait le faux volume, ça biaise complètement tous les chiffres. Donc, clairement, je pense que toutes ces crypto-monnaies-là sont vouées, à mon sens, à disparaître et à perdre de la valeur au fil du temps. Au final, on est dans une crise économique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend moins de risques et ça veut dire qu'on se réfugie dans des actifs qu'on estime solides. Lesquels sont-ils? Eh bien le Bitcoin, l'Ether et l'USDT. Là on le voit par rapport au mouvement en fait d'argent que le volume, l'argent, eh bien il va dans ces monnaies-là, dans ces crypto-monnaies-là et non pas dans les autres. Voilà. Donc je pense que ça reste quand même extrêmement intéressant. Donc pour moi, le Bitcoin Cash, le Bitcoin SV, le Bitcoin Gold, etc. Toutes ces crypto-monnaies-là, je pense clairement qu'elles vont finir par disparaître au fil du temps et que la crise économique va finir par les anéantir. Alors je parle de ces trois-là en fait qui sont des copier-coller en fait du Bitcoin, mais à mon sens c'est également le cas pour une bonne partie des altcoins qui également elles ont perdu énormément d'intérêt, d'attractivité. Il y a encore certaines altcoins qui, à mon sens, attirent, sont solides et vont pouvoir profiter, à mon avis, de prise de valeur dans les années à venir. Elles sont extrêmement minoritaires. Et comme j'ai pu vous le dire à plusieurs reprises maintenant depuis des années, la plupart des altcoins ne valent absolument rien. Et là, une fois de plus, on a encore la preuve. Il ne faut pas se faire avoir, c'est important, par le faux volume qui est pratiqué en fait par énormément de plateformes d'échange. Pareil, ne vous basez pas en fait sur CoinMarketCap. Hein. Ils ont fait un système pour afficher en fait le vrai volume, mais leur système ne marche absolument pas. Donc, ils n'affichent absolument pas le vrai volume. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo est claire. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ça, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport au halving également, n'hésitez pas à les poser. Donc non, le halving, ce n'est pas l'événement miracle qui va tous vous rendre riche. Ce n'est pas en fait l'événement qui va faire prendre de la valeur au Bitcoin. C'est pas aussi simple que ça, comme vous l'imaginez. Là, vraiment, le facteur déterminant pour une prise de valeur, c'est la pression acheteuse. Si demain, on a un nouvel afflux, on a de l'argent qui arrive à rentrer dans le marché, l'argent, il ira où hein? Il n'ira pas en fait dans tous les shitcoins, il ira dans le Bitcoin, dans l'Ether et dans l'USDT. Ça correspond à plus de 90% du volume réel. Donc ça, c'est important. Ça, il faut bien le garder en tête. Donc j'espère que c'est clair. Nous, on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Je vous dis bonne semaine à tous. Je vous dis profitez bien de ces débuts de déconfinement. N'oubliez pas le like pour le soutien. Et je vous dis à dimanche prochain. Bonne semaine à tous.